Oui, bonsoir. Alors le thème musique et mécanique, c'est pas forcément antinomique puisque vous savez tous que le son, c'est une vibration qui se transmet dans la matière, c'est donc un phénomène physique. Et puis ces vibrations, il y a des personnes, vous le savez aussi, qui savent très bien gérer les fréquences et les puissances et qui font des sons qui sont merveilleux. C'est ce que Madame Anne Perrault, qui est violoniste à l'Orchestre symphonique de Saint-Étienne, vous montrera. Et puis, le deuxième intervenant est Alexandre Bergeau. Alors, c'est un scientifique, mais c'est aussi un musicien, et sans doute un très bon musicien. Et lui, eh bien, vous emmènera sur des chemins un petit peu différents et qui peuvent vous surprendre, mais qui vous montreront que ben, les choses peuvent être intéressantes. Alors, comme prévu, ils vont avoir une dizaine de minutes chacun pour se présenter et pour présenter leurs travaux. Et puis après, bien, vous leur poserez les questions habituelles. Alors, on commence par, peut-être que ça serait bien de commencer par les dames, mais ça se fait plus tellement maintenant, il part. Alors, je les laisse décider. Ça marche. Eh bien, je me lève parce que tout le monde ne me voit pas. Bonsoir à tous. Donc, en fait, vous dire ce que je vais penser du thème, j'en sais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, dans mon métier, la mécanique instrumentale déjà, moins pour mon instrument, mais pour des instruments comme les instruments avant, clarinette et tout ça, la mécanique a beaucoup d'importance. Nous, c'est pas flagrant quand on regarde l'instrument. Il n'y a pas trop de. Si, on peut appeler mécanique tout ce qui va toucher aux cordes et pour les accorder. Et puis après, effectivement, là où c'est le plus important, c'est notre mécanique à nous. Donc la mécanique de nos doigts qui sont hyper importants. Et surtout pour avoir arrivé à réussir à travailler sur une chose, une difficulté technique. Et donc là, je pense qu'effectivement, on a toute une mécanique de travail qui est hyper importante et qui fait notre essence d'interprète avant tout, quoi. C'est d'abord tout ce que vous entendez, c'est d'abord tout le mécanisme du travail instrumental. Et c'est des heures et des heures et des heures de travail pour arriver à obtenir le résultat escompté. Voilà. Pour ce qui est de la mécanique. Ensuite, écoutez, je vais juste vous parler, moi, de mon parcours. En fait, j'ai commencé la musique à 7 ans. C'était assez jeune. J'ai commencé cette musique parce que c'est mes parents qui m'ont y incité fortement. Ils m'ont même forcé fortement pendant de nombreuses années. Et je pense que c'est peut-être ce parcours qui a fait que j'ai voulu, à l'adolescence, j'ai trouvé le plaisir de jouer avec d'autres. Et par la suite, c'est ce qui m'a incité à vouloir l'enseigner et à vouloir transmettre ce plaisir de jouer et ce plaisir de découvrir petit à petit les choses, comment on peut, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, arriver à progresser et arriver à obtenir un résultat. Et je vous avouerai qu'arrivé à mon âge, je suis encore surprise parfois de l'effet de mon travail. En vieillissant, je vous avoue que la mécanique, de temps en temps, est un peu rouillée. Même si on se maintient, on est obligé de se maintenir dans une vélocité, dans une technicité. Mais je vous avoue que je ne fais plus 5 ou 6 heures d'alto par jour. Je précise, c'est de l'alto. C'est un grand violon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est un grand violon. Et donc, comme tous les instruments à cordes, plus il sera grand et plus il sera grave. Donc, il se joue comme le violon, il se tient comme le violon, mais il est un peu plus grave et un peu plus grand. Voilà. Donc, et oui, donc, ce que je vous disais, ce qui est pour moi le plus important, c'est avant tout l'enseignement. C'est justement apprendre aux enfants à appréhender cette possibilité
d'obtenir un résultat par le travail et comment travailler. Ça, c'est le plus important, et comment arriver à obtenir un résultat d'une manière ou d'une autre, mais il faut y arriver, on n'a pas le choix. Parce qu'arrivé à un moment donné, il faudra qu'on joue, il faudra qu'on se présente, et voilà, il faut le faire. Voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai. Je vais laisser la parole à Alexandre, avec ce beau discours, et je vous dis Bonjour à tous. Bon, comme elle vient de le dire, donc je m'appelle Alexandre. Et d'abord, je vais parler de mon parcours qui peut être un petit peu atypique. Donc, après avoir obtenu un bac S, j'ai fait des études de sciences scientifiques, donc j'ai fait un DUT mesures physiques. Après un DUT mesures physiques, j'ai fait une licence de physique pour l'ingénieur et après un master en mécanique et ingénierie à l'ENISE. Pour la petite histoire. Et donc, après ça, et même pendant mes études, j'étais producteur de musique électronique. Et à la fin de mon master, j'avais entre guillemets deux choix qui s'offraient à moi, soit poursuivre en thèse, ou soit saisir les opportunités que j'avais et travailler dans ce monde-là. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai eu très bonnes opportunités, ce qui m'a valu de voyager un petit peu à travers le monde, jouer la musique que je produisais à travers le monde. J'ai fait ça pendant 5-6 ans. Et puis après ces 5-6 années de voyage, je me suis posé une question, si je voulais toujours courir derrière ce métier artistique. La question était répondue, plus ou moins vite, mais j'ai décidé de revenir dans un cercle un peu plus normal, refaire une thèse. Et pour la petite histoire, et ça va bien correspondre avec le sujet de ce soir, j'avais appelé mon ancien tuteur de stage de master en lui expliquant que je voulais me réorienter après toutes ces années de DJing, etc., à travers le monde. Et il m'a posé une question, il m'a dit, est-ce que tu pourrais faire sonner un bruit de frottement du cheveu, en contrepoint, et essayer de le transformer en un signal musical. Et en fait, le challenge était parti à peu près de là, et puis de cette question est venue une thèse, et puis me voilà doctorant au laboratoire de tribologie dynamique des systèmes à l'École centrale de Lyon. Voilà. Donc, aujourd'hui, mes travaux de recherche, ils sont donc sur la peau. Donc, pour vous faire un bref résumé, on a développé une nouvelle technologie qui permet de mesurer l'élasticité des sous-couches cutanées par indentation sans contact. Donc, en fait, on vient venir indenter la peau avec un jet d'air. Donc, on vient créer des ondes qui se propagent à la surface de la peau. Et à partir de cette propagation-là et différentes caractéristiques de cette propagation, on arrive à remonter via différents modèles à l'élasticité des sous-couches cutanées. Voilà. Donc après, il faut essayer de faire un lien entre moi, ce que je fais, qui est plus ou moins de la mécanique vibratoire et musique. C'est assez complexe. Je pense que c'est un sujet qui est un petit peu philosophique, qui correspond bien aussi avec, avec cette soirée. Et alors moi, de ce que je peux en dire, et j'y travaille un petit peu, mais de côté, parce que ça ne fait pas forcément partie de mon sujet de thèse, c'est qu'en fait, donc, dans la propagation d'ondes dont je parlais, qui se propage à la surface de la peau, on utilise une caractéristique de cette onde, de cette propagation, qui s'appelle la dispersion. Donc, la dispersion, je ne sais pas si ça parle à grand monde. Donc en fait, quand on a un paquet d'ondes qui se propage dans un milieu, quand il y a une dispersion, ça veut dire que les fréquences de ce paquet d'ondes ne se propagent pas à la même vitesse. Donc en fait, l'idée, c'était pourquoi pas d'essayer d'écouter cette dispersion. Donc, par exemple, quand on a des hautes fréquences qui se propagent plus vite, elles vont quelque part arriver plus vite à notre oreille que les basses fréquences. Donc bon, après, ça c'est un peu de la modulation, c'est un peu compliqué, mais on peut essayer de moduler des signaux mécaniques en signaux sonores et essayer d'avoir en fait comme une autre échelle de mesure. Au lieu de regarder un graphe, une courbe qui va nous indiquer quelque chose, essayer de l'écouter. Donc ça, voilà, c'est un peu abstrait, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille un petit peu, mais de côté par rapport à ma thèse. Voilà ce que je peux en dire pour le moment. Très bien, et merci à vous deux. Donc j'espère qu'on aura quand même l'occasion d'écouter le son de l'alto, bien sûr. Mais j'ouvre les questions à vous tous. Donc qui veut poser la première question? David, bien sûr. Bonjour, une question, enfin simple.
C'était assez intéressant au niveau de la peau, parce que justement, ça me fait penser aussi à mes études où c'était la même chose, mais on se servait de la lumière et je devais réfléchir sur les ondes d'évanescence pour structurer en fait l'intérieur de la peau. Donc ça me fait penser à la même chose. Ce qui est assez étonnant, c'est cette convergence entre guillemets qui est entre le son et la lumière. En fait, c'est exactement la même chose. Et je me pose la question, est-ce que parfois utiliser le son, c'est plus simple pour essayer de comprendre ou de résoudre des systèmes mathématiques? C'est-à-dire que il me semble avoir vu ça, alors je sais peut-être que vous êtes plus au courant que moi, si je prends un exemple, par exemple, on a un système mathématique d'ondulation en série de Fourier, par exemple, et on voudrait déterminer des fréquences ou une fréquence particulière sur tout un système complexe. Est-ce que de transformer un système mathématique en sonore, on peut plus facilement en faire ressortir des fondamentales ou en faire ressortir un message particulier dans un système mathématique où ça serait plus complexe de le faire en équation classique? Il me semble avoir vu ça où le son permettait de plus facilement résoudre un problème mathématique. Il me semble avoir vu ça où justement, en fait, ne serait-ce que par l'oreille, on discernerait des choses plus facilement que essayer, par exemple, de trouver sur une équation, de trouver justement une harmonique ou des. Je parlais de l'exemple classique que tout le monde connaît des séries de Fourier. Enfin voilà, par exemple. Voilà. Donc le son peut-être peut faire ressortir un problème juste par le son, faire ressortir un problème mathématique qui serait plus compliqué en utilisant autre chose. Alors oui, c'est une très bonne question. Après, donc, je suis pas un très grand mathématicien pour être honnête, mais moi ce que je peux en dire, et c'était un petit peu mon idée de départ. Alors c'est pas forcément utiliser le son pour résoudre un problème mathématique, mais c'est plus utiliser le son pour une nouvelle représentation. C'est ce que je disais dans ma première intervention. Au lieu de regarder un graphe ou des équations, essayer de trouver un paramètre qui va nous donner une information spécifique, essayer d'utiliser une échelle sonore où en fait c'est de la perception en fait au final, où l'individu va se dire effectivement il y a une différence, je l'entends, je l'aperçois différemment que de lire un graphe. En fait, avant d'attaquer ma thèse, moi je travaillais sur le son de la douceur, donc que ça soit du cheveu ou de la peau. Et en fait, le but c'était de trouver des caractéristiques physiques et de les transformer en son. Donc c'était trouver une échelle. Et en fait, c'était de représenter la douceur par rapport à un son. Et bon, le projet n'a pas forcément abouti à quelque chose de fini tout de suite, mais je trouve que cette idée-là est bonne parce que l'oreille va donner une autre perception à l'individu. Et il va tout de suite s'imaginer, par exemple, s'il entend quelque chose si sa peau est douce, il touche sa peau, et on lui dit que sa peau est douce, et il entend quelque chose de doux, tout de suite, il va essayer de se projeter dans ça, et il va avoir une information, au lieu qu'une valeur ou d'un graphe. En tout cas, ça c'est ma perception des choses. Voilà. J'ai une question moins scientifique à poser. Je sais, parce que je l'ai vu, et ça s'adresse un peu à Anne aussi cette fois, que les accords mineurs ont tendance à donner une certaine nostalgie ou une certaine sensibilité, alors que les accords majeurs ont tendance à être plus joyeux, plus tout ça. Et je couplerai ça, pour faire référence à notre sujet, aux effets qu'on peut avoir sur la peau, justement. On dit souvent l'expression d'avoir les poils qui se dressent sur la peau. Et moi, je voudrais l'avis d'un musicien et d'une musicienne sur ce sentiment qui fait qu'à un moment, suivant comme la musique est jouée, on a carrément une sensation physique de connexion à cette musique-là, de réaction à une musique qui est belle, qui est physique et qui passe non plus par l'oreille, mais par l'ensemble du corps en quelque sorte. Oui, ça je me pose encore la question moi-même. Parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé même moi de jouer, ça ne m'arrive pas tout le temps, hein, hélas, mais il m'est arrivé de jouer et d'avoir la sensation physique
oui, de poils qui se hérissent. Pas parce que je faisais était beau, mais parce que la musique que je jouais était belle. Mais alors après, expliquer pourquoi, je pense que c'est aussi peut-être une musique que toi tu trouveras belle, peut-être que d'autres la trouveront moins belle. Et après, c'est aussi en fonction d'un vécu, en fonction de la notion qu'on peut avoir du beau. C'est plutôt comme ça que je l'interpréterais par rapport à... Après, il y a aussi, je pense, quand même malgré tout, il y a quand même une éducation. Parce que, bon, moi en musique, ça m'a été donné, donc c'est bien. Mais j'ai pu recevoir une éducation au niveau pictural, parce que je ne connaissais absolument rien au niveau peinture. Et j'ai eu la chance d'avoir un parrain qui est peintre, et donc il m'a donné les clés pour comprendre. Et je pense que parfois, il faut aussi avoir les clés pour comprendre ou pas. Parfois. Après, le côté physique, je pense que c'est vraiment en fonction d'un parcours. Moi, je le vois plutôt comme ça par rapport à une émotivité. Ensuite, peut-être que à un moment donné, tu vas ressentir cette musique hyper, ça va te faire pleurer parce que tu seras dans un contexte où tu auras plus la tendance à la nostalgie et la tendance parce que vu le temps qu'il fait en ce moment, par exemple, on n'est pas forcément le moral au beau fixe et certaines musiques nous donnent cette nostalgie ou nous donnent la pêche. Mais je pense que c'est pas forcément chaque musique correspond à une personne a ses émotions vis-à-vis de plusieurs musiques différentes et pas forcément les mêmes pour celui d'à côté, a priori. Pas un sujet facile. Hein. Alors bonsoir. Ma question, c'était, je sais qu'il y a de très vieux violoncelles qui ont un son majestueux et je voudrais savoir si on est capable de pouvoir reproduire ce son majestueux parce que on nous a toujours dit que ces sons étaient merveilleux parce qu'ils étaient très anciens, etc. Et on nous a souvent dit on peut pas les reproduire. Pourquoi on peut pas les reproduire alors que on sait avoir le timbre du violon, le fondamental et les harmoniques qui vont avec. Pourquoi on peut pas reproduire avec les technologies qu'on a aujourd'hui un violon qui a 70 ans? Merci. Ça me fait rire parce que c'est un sujet de conversation qu'on a très souvent avec mon conjoint qui lui part du principe que la CAO pourrait très bien faire le travail d'un luthier. Un luthier, c'est celui qui fabrique les instruments. Donc inutile de dire que les luthiers, ça leur fait dresser les cheveux sur la tête. Moi, a priori, je dis plus parce que par exemple la Stradivarius, c'est 300 ans. Alors, ce qui se passe, c'est que déjà à la base, je pense que déjà il y a le problème de bois. Donc déjà, il faut savoir que sur nos instruments, il y a deux essences principales différentes, qui est l'érable au dos et sur les côtés et l'épicéa sur le dessus. Et par contre, ça, il faut que ce soit des bois qui ont vieilli au moins 15 ans avant de pouvoir déjà penser à en faire un instrument. Alors après, la légende veut que Stradivarius, il avait un super vernis et que c'est grâce à ce vernis que non, on a fait toutes les expériences des vernis et ça, je pense que certains vernis, oui, sont peut-être apportent plus de son, mais ils ont tous fait leurs expériences et scientifiquement, je pense qu'on peut trouver le bon vernis adéquat. Après, je pense que c'est surtout le bois, parce que par contre, moi j'ai eu un luthier, du coup je lui ai demandé et lui il m'a fait prendre conscience, il m'a fait toucher ses bois, mais les bois, les planches en fait qu'il avait, qu'il faisait sécher, et pour lui déjà elles avaient un son. Et ce qui fait que Stradivarius, lui, aurait eu cette capacité à trouver le son de l'instrument dans le bois brut, rien qu'en le caressant comme ça.
Après, il y a énormément, c'est vrai que des machines peuvent le faire, mais après, ça vaut la peine d'aller voir un luthier travailler parce qu'il travaille avec des robots, des rabots, mais ils ont même parfois des petits rabots comme ça. C'est la voûte qui est très importante, l'épaisseur du bois et comment ça va le rendre, quoi. Et il faut savoir que pour un instrument sonne bien. Moi, le mien, par exemple, mon luthier me dirait qu'il sonne pas bien parce que ça fait longtemps que je suis pas allé le voir. Mais à l'intérieur, il y a une petite pièce qu'on appelle l'âme, qui est à l'intérieur et donc qui va passer juste sous le chevalet et qui va toucher le fond. Et c'est cette pièce-là qui va transmettre le son à toute la table et faire la résonance. Et cette petite pièce-là, c'est une petite pièce en bois qui n'est pas collée, qui est juste posée par le luthier. Et en fonction des changements de température, la pièce adhère ou pas à la table et au-dessus et au fond. Donc du coup, le son se propage moins bien. C'est fou la différence. Même moi, chaque fois, je suis époustouflé parce que là, le chevalet, c'est pareil. Le chevalet, il est juste posé. Il ne tient que par la pression des cordes. Et en fonction de s'il est plus ou moins déplacé dans ce sens-là, les graves ou les aigus sonneront nettement moins bien. Quand la possibilité de faire effectivement ce genre d'instrument en CAO, je sais pas, j'ai jamais. Les Chinois ont fait beaucoup d'instruments en usine, mais en fait, c'était toujours la même épaisseur de bois et c'était des bois trop lourds. Et donc, du coup, le son ne passait pas suffisamment bien. Mais je n'ai pas à ma connaissance quelqu'un qui ait fait un instrument complet en faisant toute l'étude, en fait. Ce serait intéressant à voir, parce que comme pour faire une impression 3D, quoi. Mais ouais, pourquoi pas. Moi, je suis pas contre l'idée. Il faudrait juste me le montrer. Et, en fait, nous, en tant qu'instrumentistes, on se base sur le son de l'instrument. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que le son me plaisait. L'instrument d'un autre luthier, ben, il me plaisait moins, la sonorité était moins chaude. Et après, c'est une question c'est une question de feeling, comme on disait tout à l'heure déjà. Je vais juste rebondir sur la question. Quand tu disais reproduire les sons, tu parles de soft qui reproduisent les sons d'un violon. C'est bien ça ta question ou c'est des... D'accord. Via des synthétiseurs, c'est ça ou refaire un violon. D'accord. D'accord. C'est pas si évident que ça. Non, on peut arriver à émuler des sons de violon, mais la chose qui est très très dure à refaire, c'est la sensibilité justement qu'il y a de l'archet sur les cordes. Parce que sur un synthétiseur, après, on peut moduler différentes enveloppes pour créer un son, mais arriver à trouver cette sensibilité qu'offre l'archet sur les cordes, c'est très très dur. Et bon, moi je te parle en connaissance de cause parce que j'utilisais plein de synthétiseurs, qui soient soit hardware ou virtuels. Et ceux qui faisaient des instruments avant, ou piano, ou tout ce qu'on veut, c'était généralement très très bien samplé, donc c'est des échantillons. Mais c'était je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, tous les staccato ou les pizzato, je ne sais plus comment ça s'appelle. Toutes ces choses-là ont été déjà préenregistrées et c'est des choses qui sont prêtes à l'emploi. C'est plug and play. Après, un synthétiseur qui va venir reproduire ces sons-là, je pense qu'il n'y a personne réellement qui s'est penché sur le sujet parce que je pense que c'est très, 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 très dur. Voilà. Justement, puisque vous parlez le problème, je pense que le problème déjà, c'est le transducteur qui pose problème, c'est-à-dire le maillon faible, le transducteur. Sur votre système, en fait, donc là, on est en hard puisque vous avez votre synthé, mais en fait, on a le transducteur, c'est-à-dire le haut-parleur et tout ce qui est derrière,
le chemin final, c'est lui qui va transformer en fait votre signal analogique en vibration dans l'air. Donc en fait, il y a ce problème de transduction et avoir une fidélité par rapport à un instrument qui, lui, ce n'est pas un haut-parleur avec une membrane et avec un électroaimant. C'est vraiment le gros souci d'ailleurs de la haute fidélité, dite l'audiophilie, où justement on essaye d'avoir cette pureté sonore et d'avoir un timbre de voix identique avec des transducteurs. Et ça, c'est d'ailleurs Saint-Étienne fait partie on connaît la société Focale et puis d'autres grosses sociétés comme ça qu'on essaye d'avoir cette pureté sonore, d'essayer de retrouver en fait cette fidélité et avoir un Stradivarius à partir d'un transducteur, c'est-à-dire des haut-parleurs, je veux dire un transducteur. C'est un petit peu, c'est le Graal, mais ça paraît presque impossible. Mais ma question, en fait, ça c'était juste un guillemet, on pourra répondre là-dessus, mais qu'est-ce qui fait qu'un son est beau, effectivement? C'est ça qui est étonnant, parce que vous me disiez, un Stradivarius, c'est magnifique, mais moi j'ai vu des tests où ils ont fait 10 violons différents, il y avait un Stradivarius, ils ont fait un test à l'aveugle, et c'était pas celui qui ressortait en premier. Les gens, et il y avait des spécialistes, des musiciens, et en fin de compte, c'était pas celui-là qui ressortait en premier. Est-ce qu'il n'y a pas un côté légendaire? Qu'est-ce qui fait qu'un son on le trouve beau, ou plus ou moins beau? Est-ce qu'il n'y a pas un côté culturel? Et puis aussi au niveau de la mécanique, des voitures, par exemple, on sait très bien que des sociétés pour les voitures formaient une portière, justement, on met les voitures dans des salles anéchoïdes, et donc du coup, les salles anéchoïdes, c'est les salles de sourdes, et justement, on va étudier le son d'une fermeture d'une portière. Ça doit être beau. En fait, un son, que ce soit un instrument de musique, que ce soit une portière de voiture, il doit être beau. Et ce qui m'étonne, c'est qu'est-ce qui fait que le son, on le perçoit beau? C'est quoi un son beau? Est-ce que c'est culturel? Est-ce qu'une portière de voiture, elle sonne, c'est beau pour nous? Est-ce que pour une autre société, pour un autre pays, ça sera différent? Voilà, c'est ce côté, en fait, la beauté dans un son, elle est culturelle, c'est quoi? Oui et non. Dans certains côtés, c'est une mode. On suit des modes, nous aussi. C'est-à-dire que vous écoutez un disque des années 20, 30, enfin, le même morceau par un violoniste des années 20-30 et ce morceau-là dans les années 90-2000, eh ben, ce ne sera pas du tout la même chose. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. En fait, dans les années 20-30, j'ai mis 90-2000 exprès parce qu'on y revient un petit peu dans les années 21. En fait, c'était la outrance du vibrato. C'est-à-dire, le vibrato, c'est quand le doigt... Et autrefois, on mettait du vibrato partout. Vous écoutez un disque des années 20, c'est ça à peu près. Et ensuite, après, on avait aussi pas mal de ce qu'on appelle des glissades. C'est... Parce qu'ils jouaient un peu faux. Et ils avaient moins de technique, parce que la technique aussi s'est développée, on nous en a demandé de plus en plus. Donc du coup, ils compensaient par ces choses-là, et par vibrato. Ce vibrato, on entend moins, si c'est faux, qu'une note comme ça. Ça, la note, vous voyez, nous on a des accordeurs, vous voyez l'accordeur, vous faites la note, l'accordeur il est là, ou il est là. Et si vous vibrez, il fait ça. La petite aiguille, elle fait ça. Et ça, c'est vraiment... Il y a une question de mode. Après, vous savez, il y en a des compositeurs qui nous demandent de faire des sons... Là, ça perce un peu les oreilles. Mais en fait, ils nous demandent de faire ça pour, par exemple, avoir un côté un peu... je vais trouver le mot... de suspense. Si vous rentrez dans une pièce et on fait ça vous fait moins, ça vous fait plus vibrer que... Et le son n'en est pas moins beau, en fait. C'est juste l'atmosphère. Et nous interprètes, en fait, on est là pour transmettre une atmosphère, transmettre l'atmosphère qu'a voulu le compositeur.
Et c'est la plus grosse. Pour moi, les compositeurs les plus impressionnants, c'est les compositeurs d'opéra qui font vraiment leur musique en fonction et des musiques de film. Vous voyez, Psychose, c'est quand même la musique de Psychose, c'est quand même ça vous glace avant d'avoir vu le film, quoi. Vous entendez la musique déjà, c'est est-ce que c'est beau, est-ce que ça l'est pas, ça c'est après c'est une question de jugement, mais c'est par contre on sait ce que ça veut dire. Quand on produisait des films au planétarium, à l'époque où on gérait le planétarium, on disait, et Gauti notamment, on disait l'image c'est 40%, le son qui accompagne l'image c'est 60%. En gros. Donc une image sans son c'est zéro. Enfin, elle est nulle quoi. Et dans tout ce que vous pouvez regarder dans les séries et tout, si vous enleviez le son, vous seriez surpris comme elles deviennent ennuyantes et qu'elles perdent toute leur émotivité. Et puis vous regardez les musiques d'Ennio Morricone qui sont restées. Vous vous rappelez peut-être du Professionnel, vous vous rappelez de la Brute et le Truand parce que la musique vous dit quelque chose, mais moi personnellement les films ça fait longtemps que je les ai plus regardés quoi. Mais par contre la musique on l'a toujours en tête. Bonsoir. Personnellement, vous avez parlé de feeling avec l'instrument. Vous avez parlé de son, mais j'aurais voulu savoir si en fait on le ressent aussi à travers les vibrations de l'instrument. Et ça, c'est quelque chose que seul un musicien peut ressentir avec son instrument. Et est-ce qu'on aurait pu le faire ressentir à l'écoute, à travers la peau, à travers les ondes, le faire ressentir à d'autres personnes, ce feeling que seule une personne initiée peut comprendre et avoir précisément, est-ce qu'on arriverait à le reproduire à travers un feeling sensoriel en fait. Mais pour d'autres personnes, que ça soit accessible à d'autres personnes que le musicien. Par exemple, on a tous rêvé de sentir la sensation de flotter dans les airs, de voler. On l'aura jamais. Alors que, par exemple, un non-initié à la musique n'aura jamais cette sensation de ce feeling, cette symbiose avec l'instrument. Est-ce qu'on pourrait la faire ressentir à travers la peau d'autres personnes? C'est une très bonne question, c'est très compliqué d'y répondre, mais je vais te dire une anecdote. Je ne sais plus quel jour c'était, mais c'était un soir tard, vers 2h, 2h30 du matin, je ne dormais pas, je regardais Arte, pour pas dire, hein, bon, je m'étais endormi et je m'étais réveillé, et justement je suis tombé sur un documentaire qui parlait de l'harmonie, et c'était des pianistes et des mathématiciens, et qui expliquaient justement pourquoi on frissonnait. Je ne sais plus exactement de quoi il parlait, mais je me souviens de cette scène. Il plaquait des accords, je ne sais plus quel type d'accord il faisait, si c'était des accords de 7, 11, je ne sais plus ce qu'il faisait. Mais je regardais, j'écoutais, il avait fait un accord, et c'est pas, il expliquait que là, vous n'aurez jamais de frisson. Mais par contre, je crois qu'il avait inversé un accord ou il avait augmenté quelque chose, je ne sais plus exactement ce qu'il avait fait. Il a dit là, quand je vais faire ça, vous allez tous faire un frisson. Et même à 2h30 du matin, j'ai senti un frisson. Bon, c'était assez drôle. Et des souvenirs que j'avais, c'est qu'ils avaient prouvé ça mathématiquement. Enfin, qu'effectivement, certaines choses se produisaient et donc on avait un frisson grâce à ça. Donc quelque part, je pense que c'est peut-être possible de reproduire ce que peut ressentir un musicien via notre peau et pour quelqu'un d'autre. Mais ça reste compliqué. Oui, je pense que ça doit rester compliqué quand même, parce que c'est un tout en fait. Parce que c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est tout un travail. En fait, on a un travail en fait qui est l'équivalent d'un sportif de haut niveau en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit toujours performant. Et du coup, je pense que le plaisir est décuplé. C'est comme un sportif de haut niveau qui d'un seul coup arrive sur le podium, quoi. Et nous, quand on arrive parfois à exécuter une pièce très difficile, c'est aussi cette sensation-là qu'on a. C'est ce plaisir du travail accompli et de se dire waouh, je l'ai fait, quoi. Moi, c'est pas une question,
Moi, je travaille avec des sourds, et certains des sourds profonds, et on leur a fait, il y a une de mes collègues qui est d'harpe, et elle a amené ça, même un sourd profond, a mis ça une partie de donc partout. Oui, il y a alors pas le mais oui, il y a eu un plaisir de la découverte des sons, une autre manière de percevoir les sons, alors que pas d'appareil, pas de avec des appareils de musique, là, oui, par la peau, par le corps, il y avait quelque chose, des petites lumières dans leurs yeux, parce qu'ils sentaient quelque chose du son, et de la musique, et de ce que ma collègue faisait. Donc oui, la peau, c'est bien. Tout simple, c'est ce qu'on appelle le subwoofer. Les graves font vibrer le son. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, en discothèque, on veut des sons graves, parce qu'en fait, c'est pas par les oreilles, mais c'est surtout les fréquences basses qui font que ça fait vibrer le corps. Et c'est pour ça que dans les films, on a des sons qui sont à 25-30 Hz, avec un niveau de décibels suffisamment élevé pour que les explosions fassent. On a l'impression d'avoir dans le corps. Mais justement, l'oreille, à la limite, est presque secondaire. On a une vibration vraiment. Et c'est ce qu'on recherche d'ailleurs. Souvent, ceux qui adorent la musique et qui ont des systèmes hi-fi un peu sophistiqués, ils s'achètent un caisson de basse, simplement, c'est plus d'oreilles, mais ils veulent ressentir ce phénomène de vibration dans le corps. C'est le Graal un tout petit peu de certaines personnes qui recherchent dans un système hi-fi. Avoir ce grave qui est plus compliqué, puisqu'il faut des transducteurs qui sont assez importants, avec une grosse puissance. Voilà. Oui, c'est très vrai. Et puis je vais rebondir à ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous parliez de les fermetures de portières, qui pour moi font... Enfin, généralement, moi c'est ce que je pense, le son grave, les basses fréquences, pas les trop basses fréquences non plus, il ne faut pas sentir ces organes trembler non plus, parce que c'est très désagréable. Mais les basses fréquences ont tendance à nous rassurer. C'est un peu comme le battement de notre cœur, quelque part. C'est quelque chose qui bat, ça va nous rassurer. Et c'est vrai que je suis assez sensible, par exemple, à la fermeture de portière des voitures. Si la portière sonne grave dans les basses, ça a tendance à me mettre en confiance. C'est un peu débile, hein. Mais et je pense que aussi grâce à ça qu'on peut repérer des voitures de bonne qualité quelque part. Enfin, c'est un gage de qualité. Oui, c'est un jugement, mais c'est de la perception. C'est de la perception. On a une doctorante au labo qui travaille sur la perception tactile des écrans de voitures. Et là, on était tout un panel au labo à faire certains types d'essais sur si l'écran il s'accroche, s'il glisse, etc. Et il y a quelque chose qui est ressorti par rapport à cette étude et qui n'était pas demandé. Et c'était quand on touchait, il y avait une certaine vibration qui venait et qui était plus ou moins basse. Et plus elle était basse, plus les gens avaient dit que l'écran était de bonne qualité. Et, voilà. Et je me suis posé la question sur pourquoi le bois était tant un matériau primaire dans la construction des instruments, surtout des violons et des familles, et pourquoi c'était pas pourquoi il n'y avait pas des... Qu'est-ce qui était l'influence de cette matière dans la création des instruments? Et ben en fait c'est tout simple, c'est parce qu'il laisse passer le son. En fait, donc le bois est suffisamment solide pour supporter la pression déjà, et surtout que les veines du bois, au fur et à mesure du son, les veines du bois pas se dilatent mais s'ouvrent, et ce qui fait que ça permet au son vraiment de sortir. Parce que le son il ne sort pas que par les ouïes. Par exemple, moi c'était un instrument neuf que j'ai acheté. Et au fur et à mesure des années, il a pris en puissance sonore. Et je ne vois pas d'autres matériaux pouvoir faire ce genre de... avoir ce autre capacité, quoi. Est-ce que, avant que vous jouiez un joli morceau, est-ce que vous chauffez votre bois? C'est-à-dire, est-ce que vous
vous faites certaines gammes pour pouvoir chauffer l'instrument et ainsi mieux jouer. Et est-ce que vous sentez une différence ou pas à la fin de votre séance ou au début? Non, c'est plutôt moi qui ai besoin de chauffer. Mais... chose que je fais pas, que je devrais d'ailleurs. Mais non, en fait, l'instrument, il reste le même. Il évolue dans les années, mais pas dans l'heure ou dans la... Non, ce serait marrant d'ailleurs. Non, mais à court terme, on pourrait penser que dans un lieu où l'humidité est différente d'un autre, ou une forte humidité ou une forte chaleur, c'est une influence sur la sonorité de l'instrument, je pense. Oui. Forte chaleur ou forte... Là où l'objet le plus sensible, c'est l'archet, en fait. L'archet, en fait, est hyper sensible parce que c'est des crins. Et les crins, avec l'humidité, se détendent. Ou avec la sécheresse se tendent. Et donc, c'est surtout l'humidité qu'on craint parce que du coup, on a beaucoup moins d'adhésion. Mais l'instrument, pour qu'il souffre, il faut vraiment qu'il soit... Je sais pas, je ne l'ai jamais testé en Guyane, mais... Après, ce qu'on craint, effectivement, c'est qu'il se décolle, quoi. Parce que les pièces sont collées, donc effectivement, parfois, il y a décollement. Ou, ce qui est le plus important, c'est l'âme dont je vous parlais tout à l'heure. Là, par contre, oui. S'il fallait que j'aille, par exemple, en Guadeloupe, c'est la première chose que je ferais faire, c'est de vérifier l'âme. Parce que en Guadeloupe, si c'est l'humidité, encore, l'âme risque de tomber, tout simplement. Donc, l'instrument ne serait pas... Mais par contre, ça peut forcer, et éventuellement, fendre la table, quoi. En vous écoutant, je me dis, une personne aveugle, peut accéder à la lecture par l'intermédiaire du braille, il y a d'autres choses que je ne connais pas. Mais alors, une personne sourde n'a jamais accès à la musique. Claudine, tu veux répondre? Alors, maintenant, il y a des sourds entendants. Grâce aux implants cochléaires, et grâce aux implants cochléaires, il y a quelques années, un jour, j'ai demandé aux enfants le mot audition pour vous. Qu'est-ce que c'est? Ça allait être la journée d'audition. Je voulais voir un peu. Pour la première fois, il y en a un qui m'a dit ah, audition de musique. Et le mercredi après-midi, il avait une audition de violon. Donc un son qui a été implanté. Donc on n'implante que les sons profonds. Et bien, avec l'implant, il va pouvoir effectivement avoir accès à la musique. Alors après, est-ce que ça pourra devenir un violoniste, un artiste? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le plaisir de jouer de la musique et de l'écouter, je crois que ça existe grâce aux appareils. Après, sans audition, la musique, je ne sais pas. Pour autant, moi, dans les jeunes que je connais, il y en a qui adorent la danse. Donc, ils vont ressentir la musique autrement, dans leur corps, effectivement. Mais par contre, devenir musicien, enfin, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Là, moi, je fais de la rééducation après un implant et on écoute de la musique et on essaie de voir si l'enfant reprend du plaisir à écouter de la musique. Et c'est très, très rigolo. J'ai fait écouter des animaux tout à l'heure où une petite fille m'a dit « Oh, on dirait de la musique ». Donc, voilà, les aigus, les analogies, c'est particulier. Moi, j'ai un exemple par rapport à ça. Bon, je crois que c'était il y a 2 ans, il y a une vidéo qui était devenue virale sur les réseaux sociaux, où c'était 2 filles qui étaient en festival, et je pense que c'était 2 amies, et une des filles était sourde. Et c'était... Bon, la vidéo a fait un certain buzz, parce qu'en fait, c'était un morceau avec un vocal, et son ami lui traduisait les paroles en langage des signes, et dansait d'une certaine façon pour lui faire comprendre quelles étaient les émotions qu'elle ressentait, et du coup, elle arrivait à se mettre dans la même ambiance que son ami. Et bon, c'était juste une petite anecdote, mais c'était plutôt assez cool, et je pense que ces personnes-là, elles développent d'autres sens, quelque part, que nous, on ne peut même pas comprendre ou imaginer. Et donc, ils peuvent même ressentir d'autres choses, et les choses qu'on sent, ils peuvent même les décupler, peut-être, je ne sais pas. Mais je pense qu'ils perçoivent des choses que nous, on ne perçoit pas.
Oui, mais moi je pense que c'est en lien avec les vibrations. Je pense qu'il y a un lien avec les vibrations. Oui, alors après, vibration, jusqu'à une certaine fréquence, parce qu'après, je sais pas si... Après, je sais pas, on n'est pas dans leur corps non plus, donc peut-être qu'eux, ils ont tout un tas de récepteurs qui sont activés et que nous, ils sont inactifs. C'est possible. Oui, je voulais vous demander, est-ce que vous avez une idée de la limite de perception? C'est un peu le type de l'étude. La limite de perception sonore qu'on peut avoir avec la peau. Alors, je sais bien que ça doit être très différent suivant les personnes, mais est-ce que vous avez essayé de mesurer quelles sont les capacités de perception des ondes acoustiques que peut avoir un individu par rapport au son? Alors ça, j'en ai aucune idée pour le moment. Alors moi, il y avait une manip que je voulais mettre en place au labo, mais qui est, somme toute, à mon avis, très difficile à mettre en place, c'était de mesurer justement le frisson. Mesurer, de savoir comment la peau mécaniquement se comporte quand on a un frisson, par rapport à une musique. Mais bon, c'est à mettre en place, c'est assez compliqué. Le problème, c'est qu'entre les oreilles et la peau, il y a le cerveau quand même. Et que le cerveau, c'est aussi effectivement nos émotions, notre culture, ce qu'on a dans la tête. Et effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, on a été au cinéma, voir un film. Moi, j'ai eu à un moment la chair de poule, et puis mon ami qui était là n'a rien senti du tout. Donc je pense qu'en entendant une musique ou en entendant des sons, on a effectivement pas tous les mêmes réactions et que ça dépend vraiment de ce qu'on a aussi à l'intérieur de nous, de ce que ça rappelle, et que c'est pas simplement d'entendre une musique ou des paroles qui va nous donner la chair de poule, c'est ce que ça remue dans notre cerveau. Enfin, il y a le cerveau qui est entre les deux, et après c'est ce qui part du cerveau qui va aller à la peau. Il n'y a pas un lien direct entre les oreilles et la peau. Non mais justement, il faut essayer de le caractériser. Ça. Parce que vous, quand vous faites vos injections d'air, là, enfin, pas des injections, mais là, on est directement... Les impacts. Les impacts, excusez-moi. Les impacts, là, c'est de la mécanique. Il y a mécaniquement, l'air va avoir un impact sur la peau. Oui. Mais le son, il n'a pas un impact directement sur la peau, enfin, sauf si on joue, ou si on touche l'arbre. Mais si j'entends une musique... oui, c'est le cerveau qui va... La vibration, je l'entends, et c'est le cerveau qui va transmettre ma réaction, mes émotions à mon corps. Mais je ne vais pas ressentir la vibration directement. Non, c'est deux choses différentes. Voilà, c'est deux choses différentes. Mais ça serait intéressant de les caractériser, de savoir comment la peau, mécaniquement, enfin, ou la peau, le processus, et donc nous, c'est le phénomène physique qu'on peut voir, c'est les frissons sur la peau, c'est ce qu'on ressent. On ne dit jamais mon cerveau il réagit de cette façon, c'est j'ai la chair de poule. C'est essayer de caractériser ça. Quand on a peur, on va peut-être avoir des certains frissons. Quand on entend une belle musique qui est triste, on va avoir la chair de poule, mais est-ce que mécaniquement la peau réagit pareil? Et par exemple, d'autres sens comme le goût et l'odorat, si on boit un verre de bon vin dans un certain contexte, à un certain moment, avec telle personne ou tel verre, on va avoir tel plaisir, et probablement que le même vin dans un autre verre, dans d'autres circonstances, à un autre moment, ne va pas nous fournir le même plaisir. Donc c'est pas le vin en lui-même, c'est aussi un contexte peut-être, et ce que ça fait jouer dans nos émotions. Enfin, Bienvenue dans le monde du sensoriel, c'est très compliqué. L'expérience du vin, c'est quelque chose qu'on pourra faire lorsqu'on aura fait du café. Bonsoir. Moi, en fait, je m'interrogeais à l'inverse, à savoir, est-ce qu'il serait possible, puisqu'on envisage maintenant d'avoir des capteurs en réalité virtuelle pour le toucher, d'inverser la question, c'est-à-dire de transformer en son le ressenti du toucher, plus de la caresse, de la... Voilà, c'était ça ma question. C'est l'inverse, mais bon. Oui, en soi. C'est un peu ce que j'avais attaqué de faire au départ, justement, quand je travaillais sur les bruits. J'appelais ça bruit et pas son de frottement. Parce
que c'est plutôt un bruit, hein. Le signal vibratoire qu'on enregistre, c'est un bruit. Et je pense que c'est assez difficile de trouver quelque chose de musical dans le bruit, dans le bruit brut, enfin dans le signal vibratoire. Et je pense après, c'est de trouver, comme je le disais au début, des paramètres physiques qui viennent, qui peuvent venir alimenter un certain algorithme qui va traduire en fait ces choses-là via des sons. Et qui peuvent être après, ce type de son-là va être un frottement, va être quelque chose de doux, va être un certain type de textile, etc. Mais je ne pense pas qu'à partir du vrai signal vibratoire brut, qu'on arrive à faire quelque chose à faire. Il y a plein de techniques qui peuvent être mises en place, on peut s'en servir pour texturer certaines choses, etc., comme c'est un bruit. Mais bon, après, c'est du traitement du signal et on part vraiment sur autre chose. Il y a quelque chose que je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en fait, le son, on disait on ne peut pas être touché, mais en fait, le son de touche, parce que le son, c'est une pression. L'unité du son, c'est le bel. Alors, pour être plus simple, évidemment, on disait parler, c'est 7 décibels. Mais c'est une pression, en fait. Donc, du coup, on reçoit quelque chose qui nous presse. Si je vous balance 140 décibels, vous allez vraiment l'impression d'avoir un coup de poing d'un coup, comme ça. D'ailleurs, on pourrait même faire des canons, à la limite, où on balance. Donc c'est ça, là je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi je vois pas la différence. Toucher, c'est quoi le toucher? Et en fait c'est une pression, et le son peut créer une pression. S'il y a à partir d'un certain niveau de décibels, on ne tient plus, parce qu'on reçoit vraiment une pression. Donc là je suis pas tout à fait d'accord. Et au niveau de ce que vous disiez, la vibration, on sait très bien, il y a des sociétés comme Apple et autres qui veulent faire justement de telle sorte qu'on ait un toucher qui ressemble de l'eau justement au niveau des écrans. Maintenant, on va essayer de ressentir en fait par des petites vibrations une sensation d'eau, de fluidité, une sensation de velours, une sensation de froideur. Et donc là, du coup, alors c'est pas tout à fait du son évidemment, mais par ces petites vibrations, le toucher, parce que qu'est-ce qui fait que quand on touche quelque chose, on a l'impression qu'on touche un fluide, ou qu'on touche quelque chose de froid, ou qu'on touche quelque chose en velours. Donc, justement, on essaye de le simuler sur des écrans. Il y a des brevets là-dessus, effectivement. Hein, la pomme, Apple, essaye justement de faire des voilà. Mais c'est que cette pression, on la ressent au niveau de l'appareil auditif, mais elle n'arrive pas directement au niveau de notre peau, qu'après, il n'y a pas de lien direct entre l'oreille et la peau. C'est ça que je veux dire. C'est que ça passait par le filtre du cerveau. Ah ben, oui. Oui, mais quand on vous touche, en fait, effectivement, c'est le cerveau. Si on vous touche, effectivement, c'est le cerveau. Mais on a vraiment une pression au départ, voilà. Parce qu'en fait, il faudrait donner déjà la définition exactement du son. Qu'est-ce que le son, en fait? Parce que dans l'espace, il n'y a pas de son. Donc, évidemment, c'est ça. Par rapport à ce que tu disais, il y avait une idée, les forces de l'ordre utilisent pour le maintien de l'ordre des grenades assourdissantes. Hein. C'est l'onde de choc qui est au fond, qui physiquement arrête les gens. Et j'avais envie de vous poser une question, puisque c'est moi qui ai le micro pour l'instant. À votre avis, lorsqu'un arbre tombe tout seul dans une forêt où il n'y a personne, est-ce qu'il fait du bruit? Eh bien non, s'il n'y a personne pour faire vibrer son tympan, il n'y a pas de bruit. Il y a une onde qui se disperse dans l'atmosphère, mais il n'y a pas de bruit. Bien, une autre question. Il n'y a rien, il n'y a que l'arbre et la forêt. Je sais que ça dérange, mais... On parlait de ressentir une sensation de douceur avec un son. Mais c'est comme avec la musique, il y a une certaine éducation et un ressenti qui est personnel. Personne quelque chose de doux pour une personne sera peut-être horrible pour une autre. Et comme un son, c'est quelque chose... Il y a déjà un patrimoine génétique qui intervient dedans, qui est différent pour certaines personnes. Et puis, outre ça, il y a quand même une grande part d'éducation pour tout ce qui est le son et puis tout ce qui est au niveau sensoriel. Une personne qui n'est pas éduquée, j'ai envie de dire, à la musique classique, ne l'appréciera pas, n'aura pas l'ensemble des variations et de l'amplitude
de ce que quelqu'un d'éduqué à ce type de musique peut ressentir. Donc essayer de retransmettre quelque chose de sensoriel pour une certaine personne et la généraliser à quelqu'un, il y a peut-être quelque chose de biaisé déjà là-dedans. Oui et non. Je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, parce que si je te fais écouter, bon, j'ai pas d'exemple, mais je pense que tout le monde est plus ou moins capable déjà de savoir d'un son s'il va être strident, ou il va être frustré, ou quelque chose qui va t'apaiser. Ça, je pense que c'est quelque chose d'humain. Il n'y a pas forcément... l'éducation, je pense, rentre pas forcément en jeu dans ce cas-là. Je pense après, c'est effectivement, si on commence à jouer sur des harmonies compliquées, il y a des gens qui ne vont pas forcément comprendre ce genre d'harmonie, il y a des gens qui vont les comprendre parce qu'ils ont eu cette éducation-là. Mais sur des sons, des ambiances sonores, quand tu regardes un film, quand tu vois que tu as une scène qui est stressante, comme il le disait tout à l'heure, si tu n'as pas le son, tu ne vas pas stresser. Et si tu le mets, automatiquement, tu vas te dire, ou alors tu n'es pas humain. Mais... Moi, je pense que le culturel est important. Vous faites écouter la Marseillaise à un Maori. Non, mais oui, Il ne va pas vibrer. Et n'importe qui entend la Marseillaise. Oui, mais beaucoup de Français entendant la Marseillaise vont être. Ouais, mais, ça, c'est la culture quand même. dans ce cas-là, il y a des paroles. Il y a c'est un morceau. Là, on parle de son. Oui, on parle d'ambiance sonore. Si on entend la Marseillaise sans les paroles, je pense qu'on vibre aussi. Oui, mais là, c'est une question dans d'éducation. notre cerveau, la Marseillaise, c'est. Oui, mais là, c'est une question d'éducation. C'est pour ça que je suis Oui, mais d'accord avec lui. quand on parlait de transcription, de perception, la Marseillaise, quelque part, la Marseillaise, on ne parle pas de ça, on parle de perception sonore. Donc, une atmosphère qui va être frustrante, qui va être stressante, donc ça peut être juste un son, une enveloppe sonore qui va provoquer un état de stress. Et ça, il y a des gens qui savent très très bien le faire, et c'est pour ça qu'au cinéma, quand il y a des scènes qui vont une atmosphère un peu noire avec un son qui va venir créer ça, et généralement ça marche à 99% des cas. Et voilà. La Marseillaise, c'est quelque chose, voilà, il y a des paroles, même la musique, bon, nous Français ça nous parle, mais c'est vrai que les autres, ça les intéresse pas du tout, quoi. Je pense que c'est un mélange de tout ça. Effectivement, quand on connaît un morceau de musique, on l'apprécie, on le connaît, qu'on l'a écouté plusieurs fois, on va l'entendre différemment de quelqu'un qui va l'écouter pour la première fois, parce que pour aimer, il faut connaître aussi un petit peu. Donc, oui, mais là vous parlez d'un morceau de musique. Moi je parle pas de ça. on parle quand même des sons quelque part. Oui, non, mais c'est un assemblage de sons. C'est quelque chose qui après va produire une musique entière. Peut-être que les sons graves, enfin je sais pas, mais peut-être que les sons graves nous réconfortent parce que ça nous rappelle les sons qu'il y avait dans le livre. Je sais pas. Certainement, mais c'est aussi comment les accords sont écrits et la progression de ces accords-là. C'est encore autre chose. Moi, je parle uniquement de son. Je ne parle pas de production ou de morceaux entiers. Quand on écoute la musique de Forrest Gump, tout le monde est capable de dire que c'est très mélancolique et triste. Personne ne va dire ça me frustre. C'est vrai. Voilà. Bon, allez-y, si vous aviez une question. Vous avez sorti bien. Alors, moi j'avais une question sur les écouteurs à conduction osseuse. Comment mécaniquement ça marche dans le corps? Ça, c'est une question précise. C'est quelque chose qui est utilisé chez les sourds, qui n'ont pas pour lesquels on ne va pas pouvoir utiliser pour faire un implant directement dans la cochlée. Donc à ce moment-là, la vibration, elle va être transmise au rocher, directement au rocher, et après transmise au nerf. Mais effectivement, ça marche par vibration. Mais ça rend moins sourd que les autres. Pardon. Ce que je voulais dire, c'est que je sais que ça passe à travers les os, ça fait des vibrations. Mais sinon, je peux parler fort. Hein. Ah, alors c'est enregistré. On va parler dans le micro. Alors,
Et j'ai compris le concept que ça passe à travers les os, etc. Mais moi, je voudrais savoir le lien qu'il y a entre la vibration des os et le fait qu'on entend le son. C'est-à-dire qu'on l'entend comme si j'avais des écouteurs, mais c'est flagrant. Alors, excepté les graves, qui sont vraiment très graves, on les entend moins, en tout cas pour l'instant. Mais est-ce que vous pouvez me répondre ou pas? Je ne peux pas, ouais. Je ne sais pas. Ok, merci. Non, mais la question est bonne. La question, alors là, tout de suite, je ne sais plus comment ça passe, effectivement, comment la conduction de la vibration passe au nerf auditif. Effectivement, voilà, tout de suite, je ne sais plus. Je vois les implants de certains enfants avec effectivement des choses un peu barbares. Là, je ne sais plus. Si ça me revient d'ici, je dirais. Et j'en profite, moi, pour vous demander ce que vous envoyez comme impact. C'est des sons purs, c'est quoi? Parce qu'effectivement, dans la discussion, il y a une différence entre un son pur, entre l'intensité et puis les fréquences, parce que tout à l'heure, on parlait de décibels, les décibels, c'est pour l'intensité, alors que les vibrations, c'est les fréquences, c'est autre chose. Mais vous, ce que vous envoyez sur la peau, c'est quoi? Alors, c'est de l'air. Et en fait, c'est un impact qui est très très court pour essayer de reproduire un transient. Donc, en fait, c'est un impact et essayer de créer le plus de fréquences possible qui viennent se propager à la surface de la peau. Donc, vous envoyez, vous faites des variations de C'est un seul impact. C'est pas un impact à une fréquence donnée. Donc, c'est un impact, c'est une ouverture et une fermeture de vanne qui envoie de l'air. Et en fait, c'est ce paquet d'ondes qu'on crée à la surface de la peau qui va venir se propager. Et via cette propagation, et nous ce qu'on vient étudier, c'est la dispersion de cette onde, de ce paquet d'ondes, va nous donner les informations qu'on recherche. Et alors, le lien entre les fréquences et l'élasticité de la peau, c'est quoi? Non mais... Alors, en fait, pour la faire simple, oui, ça serait bien. Donc, la peau, c'est un milieu qui est dit dispersif. Donc, c'est ce que j'expliquais au début. Donc, ça veut dire que les fréquences de ce paquet d'ondes qu'on crée ne se propagent pas tous à la même vitesse. Et en fait, c'est une méthode qu'on utilise nous sur la peau, mais qui est utilisée depuis plein de décennies déjà dans le... Non, c'est pas l'échographie. Non, mais je veux dire, l'échographie, c'est un peu le même principe. Non, on ne mesure pas la même chose. Non, c'est différent, on ne mesure pas la même chose. Je reviendrai sur l'échographie plus tard, mais c'est la méthode nous qu'on utilise, c'est ce qu'ils utilisent dans la géophysique. En fait, dans la géophysique, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un impact, mais bon, eux c'est des explosifs, hein, c'est pas un impact d'air. Donc ils font péter la surface de la peau, la surface de la Terre, de l'endroit où ils veulent l'étudier, et ils ont plein de capteurs qui sont plus loin, et ils regardent en fait les vibrations du sol, et c'est ce qu'ils appellent une trace sismique. C'est ce qu'on voit, nous, des fois, on voit les trucs qui vibrent dans les films, il y a un tremblement de terre ou un tsunami qui arrive. Ils regardent ça et ils étudient la dispersion de ces ondes-là. Et ça, c'est lié à la structure de la Terre, enfin du sol qui essaie de caractériser. Et nous, en fait, on s'inspire un petit peu de ce système-là. Voilà. Bien, au point où nous sommes arrivés, je vous propose d'écouter et d'illustrer avec Anne un petit morceau de musique pour illustrer tout ce qu'on vient de se dire, et puis après on fait la pause avec un quiz et la bibliographie que nous a préparée Alexandra de la librairie de Paris. On enchaîne ça, puis après, si vous avez des questions, gardez-les pour après, on prendra les questions après ces grands interludes. Grands interludes.
peux nous dire de qui est ce magnifique morceau? C'était une sarabande du Fritz de Jean-Sébastien Bach. Bien. Alors, on va enchaîner sur l'interlude, si le signal veut bien se signaler. C'est génial. Il y a une loi qui marche tout le temps, c'est la loi de Murphy. Oui. 9h30, mais il fait un interdit, je sais pas ce que c'est. Ouais, ça fait comment ça paraissait plus long. Alors, le quiz a pour but d'être humoristique, mais on n'avait pas prévu que l'humour serait dans ce domaine-là. Alors, donc nous avons ici Yann Perrault et Alexandre Gergeau, laboratoire de tribologie, et la question que vous avez dû vous poser et que nous on s'est posé, c'est qu'est-ce que la tribologie? Alors, vous savez, un quiz, on pose des questions. Alors, je vous pose la question. Est-ce que la tribologie, c'est l'étude de la forme des instruments de musique? Est-ce que la tribologie, c'est l'étude... Alors, je demande aux intervenants de ne pas répondre. Hein. Est-ce que la tribologie, c'est l'étude des phénomènes de frottement et d'usure? Est-ce que c'est l'étude de la propagation du son dans les matériaux solides? Ou est-ce que c'est l'étude de la pratique de la musique à l'école? Allez, sur la première proposition, il y a des clients? Pas de clients. Alors, on ne regarde pas sur les téléphones non plus. Dans la proposition numéro 2, phénomène de frottement, on a quelques voix, si, une majorité. La propagation du son dans les matériaux solides, on a quand même presque, pas tout à fait, mais presque autant. La pratique de la musique à l'école, personne. Alors c'est bien l'étude des phénomènes de frottement et d'usure. Vous aurez au moins appris un nouveau mot de français si vous ne le connaissiez pas. Alors, on va parler un peu de musique. Donc dans ce domaine-là, la baguette souple tendue de crin, comme nous l'a bien expliqué Anne tout à l'heure, qui sert à faire vibrer par frottement les cordes du violon, du violoncelle et de certains autres instruments à cordes, c'est de l'archet, bien sûr. Et alors, on va regarder quels sont les différents instruments qu'on peut rencontrer. Instruments à cordes, instruments à vent et instruments à percussion. Vous allez voir peut-être des choses qui vont vous surprendre. Dans les instruments à cordes, pas de signal, mais vous avez des instruments à cordes qui sont frottés, pincés ou frappés. Donc dans les instruments à cordes frottées, nous avons le violon et l'alto, comme on vient de le voir. Dans les instruments à cordes pincées, nous avons la harpe, bien sûr, et la guitare. Et les instruments frappés, nous avons en évidence le piano. Quelle différence pensez-vous qu'il puisse y avoir entre, donc différence fondamentale, entre un piano et un clavecin? Alors, donc petit quiz, le piano n'a qu'un seul clavier. Le clavecin est un instrument à cordes pincées. Le clavier du clavecin est inversé. Les aigus à gauche, les graves à droite. Et les cordes du piano sont frappées de haut en bas. Et celles du clavecin sont frappées de bas en haut. Alors, qui se propose pour voter pour le piano n'a qu'un seul clavier? C'est une évidence. Oui, mais bon, ça voudrait dire que le clavecin n'en a pas qu'un. C'est comme ça qu'il faut comprendre la question. Le clavecin est un instrument à cordes pincées. Pratiquement tout le monde. Le clavier du clavecin est inversé, les aigus à gauche, les graves à droite. Ça, c'est pour tromper l'ennemi. Les cordes du piano sont frappées de haut en bas, celles du clavecin de bas en haut.
une seule voix. Une seule voix. Eh bien non, c'est la majorité qui a raison. Le clavecin n'est pas du tout comme le piano un instrument à cordes frappées, mais un instrument à cordes pincées. Alors, deuxième autre proposition, surtout ne pas confondre le piano à queue et le piano à queue. Alors, je vous signale, j'en profite pour vous signaler que ce quiz, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Rendons à César ce qu'il a fait. C'est Jacques qui aime bien. C'est Jacques. Non, non, c'est parce que je me rends à César. Moi, j'aime bien l'humour de Jacques et c'est l'humour de Jacques que vous avez là. Alors, passons maintenant aux instruments avant. Alors, parlons de la famille des saxophones. Hein, vous les avez tous ici. Mais en fait, seuls pratiquement les plus utilisés, c'est dans la gamme de ces 4 saxophones. On a le soprano, l'alto, ténor, baryton. Donc comme tout à l'heure, hein, du plus petit au plus gros, ça va du plus aigu au plus grave. Est-ce qu'on pourrait dire, Anne, est-ce que c'est juste une question qui me vient à l'esprit là, est-ce qu'on pourrait dire que le soprano correspond au violon, l'alto à l'alto, le ténor à le violoncelle et le baryton à la contrebasse? Oui, pratiquement. Ça serait un peu... Oui. Ok. C'est comme les chorales. Hein. C'est pareil, c'est soprano. Donc le saxophone est un instrument à vent, mais appartient-il à la famille des bois, à la famille des cuivres, à la famille des laitons? Des Estoniens. Ou est-ce qu'il y a des saxophones en métal et des saxophones en bois? Alors, première proposition, est-ce qu'il appartient à la famille des bois? 3-4 personnes. La famille des cuivres. Il y en a beaucoup plus. À la famille des laitons. Personne. Et alors sur les saxophones, soit en métal, soit en bois, personne. Ben, vous allez quand même être surpris. Le saxophone est un instrument qui appartient à la famille des bois. Alors vous allez me dire pourquoi. C'est lié à la hanche, comme c'est expliqué ici, la hanche qui est une lamelle en bois qui vibre sous l'effet de l'air soufflé, donc on est bien dans la mécanique ici, par le musicien, et c'est la vibration qui provoque le son de l'instrument. C'est pour ça qu'on le classe, comme d'autres instruments, dans la famille des bois. Excuse-moi Jean, c'est l'anche. C'est l'anche, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de H à hanche, là, en l'occurrence. On dit l'anche. Ah, pardon. Ouais. Excuse-moi, donc l'anche. Ok. Alors, voilà donc la clarinette, le saxo ténor et le saxo alto qui ont des hanches simples et des hanches doubles pour le hautbois et le basson. Alors, une question que je me posais, est-ce que le corps anglais entrerait dans cette catégorie des hanches doubles? Oui. Oui. Dans le doute, on ne l'a pas mis. Donc parlons maintenant des instruments à percussion. Ah, c'est rock'n'roll. Alors, donc voilà cet instrument bizarre qu'adore Jacques. C'est vrai qu'il l'a mis, il l'a même mis en anglais tellement il aime cet instrument. Vous le reverrez plus tard, c'est le vibraphone, qui est un instrument compliqué en fait, qui n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer lorsqu'on le voit d'assez loin. On va en parler un peu plus, là vous avez une image, les termes sont en anglais, on reprendra ça plus loin avec les termes en français. Donc le vibraphone est un instrument à percussion électroacoustique, et pour jouer du vibraphone, eh bien, souvent les musiciens sont obligés de se servir de maillet et de maillotche, enfin pas tout le temps, mais généralement ils en tiennent 4, 2 dans chaque main. Alors voilà l'instrument plus expliqué. Sous les lames, ce sont des tubes verticaux qui font résonner le son. Il y a un moteur électrique à vitesse réglable qui actionne de petites hélices pour créer un effet de vibrato, d'où son nom, hein, vibraphone, et une pédale qui permet d'étouffer ou non le son au moyen d'une bande de feutre qui est placée sous les lames. La tête des maillotches est faite d'un matériau plus ou moins dur en fonction
du son que l'on recherche. Donc, le son du vibraphone est produit par la vibration d'un corps solide, pour cette fois, et pas celle d'une corde. Le vibraphone n'a pas de membrane, contrairement au xylophone, marimba et guimbarde. On confond souvent le xylophone et le vibraphone, ni des castagnettes. Le vibraphone fait donc partie des familles D. Alors, à votre avis, est-ce que c'est un solidophone, un métallophone, un ondulophone ou un idiophone? Allez, qui vote pour les solidophones? Personne. Pour les métallophones? 2, 3, 4 voix. Pour les ondulophones? Ah, une grande majorité. Et pour les idiophones? 2 idiots. Non, je ne sais pas encore. Attendez le verdict. C'est eux qui ont raison. C'est un idiophone. Alors voilà ce qu'on a pu imaginer à la suite du vibraphone d'un instrument du futur. Voilà, c'est le fantasme de Jacques. Et maintenant, je vous propose, en espérant que ça continue de marcher, la bibliographie que nous propose Alexandra. C'est pas grave. Je vois pas ce que ça fait là. Je vous avais dit que c'était ludique. C'est bien mangé. C'est là. C'est bien. C'est une opération que j'ai faite ce matin. Alexandra, je te donne le micro. Alors, j'ai essayé de rassembler les deux termes, c'était un peu compliqué quand même. Ah, ok, j'ai compris. Moi, j'aime beaucoup le piano et vous, une autre qui répond, moi je préfère l'harmonica. Vous n'êtes pas mélomane? Non, je suis déménageur. Alors d'abord, pour commencer, pour mettre tout le monde d'accord, je vous propose un livre dans la collection des petites pommes du savoir chez Le Pommier. La musique est-elle une science, qui permet justement de réexpliquer un certain nombre de théories scientifiques. En lien, qui explique la musique selon ces théories scientifiques. Alors ensuite, j'ai collé les deux termes et je suis tombée sur donc, la musique mécanique, donc l'orgue de Barbarie, qui est un exemple parlant de cette musique mécanique. Il n'existe plus grand-chose en livre disponible. Celui-ci est un documentaire pour enfants et qui évoque les joueurs d'orgue de Barbarie qui venaient de Savoie au XVIIIe siècle et qui ont circulé dans toute l'Europe. Ah bah forcément, alors après il me fallait une biographie d'un savant, mathématicien, physicien et théoricien de la musique. Voilà, c'est une bonne biographie. Donc toujours un document pour expliquer l'histoire de la musique électronique en repartant dans l'histoire, etc. Donc là voilà, c'est plus un document pour des personnes qui sont déjà avertis. Alors là, c'est encore plus pour les avertis. C'est pour les étudiants qui sont là. On a des documents pour vous aider avec des exercices et des problèmes corrigés. L'acoustique d'instruments de musique et comment ça parle justement de mécanique et de musique, c'est très compliqué. Je ne l'ai pas lu. J'aurais pas un résumé plus parlant que ça, mais c'est un essai sur la mécanique de la corde vibrante qui explique tout un tas de choses très intéressantes. 2000 euros. Non, je ne l'ai pas lu, mais j'ai galéré pour trouver des livres qui allient mécanique et musique. Alors quand j'en ai trouvé sur les cordes,
Voilà, je pense que Ah non, le attends. violoniste, ça leur parle quand on leur parle de cordes. Ah non, vivants. c'est 67, c'est pas 1993,67 €. Je suis cru que C'est très simple, hein. Ah, mais c'est celui-là que j'ai à la maison. Bon, le titre parle de lui-même, encore une fois, voilà. On a toute une étude scientifique Bon, c'est chez compliqué. Belin sur l'acoustique des instruments de musique, comment ça fonctionne. Après, je me suis dit à mécanique, allons-y, mettons les mains dans le cambouis et allons-y, réparons les pianos. Je n'attends pas à ce que à susciter des vocations parmi vous. Peut-être qu'il y a un accordeur ou un réparateur de piano, mais il existe plusieurs documents très sérieux. J'ai trouvé beaucoup de choses sur comment réparer un piano. Donc, en voici un exemple. C'est complexe, ces mécaniques-là. Donc, on a parlé des instruments de musique, il est un néant primaire, c'est la voix de l'être humain, et donc justement, comment on peut en jouer comme d'un instrument, comment utiliser sa voix et comment placer sa voix, donc une vraie technique de la part d'une musicienne. Alors les deux derniers qui viennent, c'est mes chouchous. Celui-ci, c'est une bande dessinée qui raconte l'histoire d'un inventeur, c'est une histoire vraie, d'un inventeur d'un instrument de musique. En fait, c'est donc un Libanais qui voulait adapter le piano forte comme on le connaît, en intégrant les sonorités des musiques orientales. Donc, il a travaillé très longtemps pour ajouter sur le piano les cordes et les marteaux qui permettraient de produire cette sonorité, cette musique. Et enfin, pour terminer, un roman, La mécanique du cœur. C'est autre chose, oui et non, parce qu'en fait, l'histoire, c'est le personnage principal, Jacques, qui naît avec un cœur qui a gelé, et donc la sage-femme lui met un cœur mécanique. Et pour éviter d'abîmer ce cœur mécanique, il ne faut pas qu'il éprouve d'émotions fortes, et forcément, les ennuis commencent quand il rencontre une jeune chanteuse dont il va tomber éperdument amoureux. Je trouvais que le clin d'œil était sympa. Bravo Alexandra, parce que c'est un exercice qui est déjà pas facile, mais alors sur ce sujet, franchement, bravo. Et puis alors, bon, je pense que, bon, je tiens à vous préciser que vous pourrez retrouver la bibliographie et j'espère assez rapidement la vidéo de cette soirée et des soirées précédentes sur notre site www.astronef.eu. Comme ça vous permettra éventuellement de retrouver les bibliographies, même si vous n'avez pas pris de notes. On reprend le débat. Oui, bah donc je vais poser la première question, justement. Je voudrais savoir si la fausse note, c'est quelque chose de culturel ou c'est quelque chose d'intrinsèque à l'être humain. C'est-à-dire que, est-ce qu'une fausse note, c'est une fausse note pour tout le monde ou est-ce que c'est lié à la culture qu'on a? Alors ça, c'est une question qu'on peut demander à tous les musiciens, qu'ils soient en air ou qu'ils soient professionnels. Et je vais répondre à cette question avec une vidéo que j'ai vue. C'était un prof de piano du Conservatoire de Paris. Il parlait de la musique classique contemporaine. Bon, c'est quelque chose dont je ne suis pas forcément très fan. Moi non plus. Très bien, on ne sait jamais, parce que c'est... Voilà. Et en fait, il essayait de démontrer justement que c'était grosso modo pas n'importe quoi, mais presque. Et il avait joué une œuvre d'un compositeur qui était présent dans la salle. Et il avait demandé de l'avis à certaines personnes de l'auditoire. Et bon, ils n'avaient pas forcément d'avis, parce qu'ils n'avaient pas du tout compris ce qu'ils avaient entendu. Et il avait aussi demandé l'avis au compositeur. Et le compositeur n'a pas dit grand-chose. Il a dit bon, il avait bien joué, et pourtant il a signalé qu'il avait fait 23 fausses notes dans le petit extrait qu'il avait joué. Donc c'est-à-dire que même le compositeur n'était même pas capable d'entendre les fausses notes que le pianiste a fait. Donc tout ça pour dire, si on joue une œuvre de musique contemporaine, je pense qu'on va pas être du tout sensible aux fausses notes, mais par contre si on joue un Mozart qui a certains types d'harmonie, si on tape à côté, tout de suite on va l'entendre, et ça va nous froisser d'émotion, je pense, à mon avis, du morceau.
Oui. C'est-à-dire que ça dépend en fait. Si on connaît la pièce peut-être, c'est vrai effectivement si on connaît Mozart et tout ça, mais bon, après, dans certains cas, c'est pas forcé quoi. Quant aux fausses notes, c'est vrai que dans certaines musiques, les fausses notes sont tout à fait relatives en fait. Nous, on se base sur nos instruments, c'est la principale difficulté en fait, c'est de jouer juste, c'est-à-dire la note au bon endroit. Mais dans les musiques, par exemple dans les musiques orientales ou tout ça, les notes peuvent être nettement plus basses ou nettement plus hautes. Et on a même sans parler de ces musiques si loin, dans toute l'époque baroque, il y avait des notes en fait qu'ils amenaient plus ou moins pour apporter l'émotion et qui est pas forcément, qui moi me paraissent fausses. Et en fait, si on écoute vraiment, si on se laisse porter, en fait, c'est pour amener vers l'émotion, vers la note et l'aboutissement en fait de la phrase. Voilà. Souvent aussi, ce qu'on appelle les notes dissonantes qui nous frottent l'oreille ne sont pas forcément fausses. Mais c'est vrai que c'est relatif. Hein. C'est vrai que simple, y a-t-il, parce que moi je suis pas dans le domaine du son, je suis dans le domaine de la lumière, de l'image, y a-t-il en fait, pour rejoindre ça, un cercle acoustique comme il y a un cercle chromatique? Puisqu'en fait c'est vrai qu'on a des couleurs qui sont dissonantes, on a des couleurs complémentaires, on a tous ceux qui ont fait de la peinture, donc est-ce qu'il y a aussi ce fait qu'il y a des sons en fait qui sont dissonants, mais en fait notre cerveau, pourquoi on a des couleurs complémentaires, pourquoi il y a des couleurs qui marchent bien parce qu'elles ont un grand contraste, alors le bleu ressort mieux avec le rouge, on le sait. Est-ce que c'est la même chose en fait? On retrouve en fait pour le même mécanisme du cerveau au niveau des notes, où il y a des notes, quand on les tape deux notes ensemble, ça marche pas et ça fait grincer des dents. Et d'ailleurs, pourquoi d'ailleurs on grince des dents quand on prend des ongles et on sur le tableau aussi d'ailleurs? Vous allez me dire. En fait, c'est ce qu'on appelle nous. Je vous dis pas. Parce qu'après, c'est trop facile. J'en fais tellement jamais que. Excusez-moi. Non, mais c'est même pas ça, c'est. Ah, voilà. En fait, si je joue séparément, ils sonnent bien, et les deux ensemble. C'est ce qu'on appelle, c'est pour ça que je dis je vous la nomme pas, c'est ce qu'on appelle des dissonances. Et on le fait vraiment très peu, quoi. Après, on a donc les dissonances. En fait, c'est deux notes qui suivent. Ou ouais, ce sera non, c'est la septième. Et je peux pas. Ah si, ça y est. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 8 notes, si vous le savez, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et ce qui sonne mal, c'est les deux qui se touchent ensemble, ou la première et la septième. Et ça, c'est des dissonances. Et donc, c'est vrai que c'est pas... Mais sinon, toutes les autres, ensemble, vont à peu près bien. Qui sont utilisés dans certains films fantastiques ou d'horreur. Oui, ça c'est utilisé. Et même parfois, en musique même baroque ou classique, on s'en rend pas compte. Parce qu'il y en a d'autres autour, mais le compositeur met exprès ces deux notes-là ensemble pour arriver vers la fin. Donc du coup, ça amène, au départ, ça choque, et finalement, on est content d'arriver à la fin, quoi. C'est aussi une manière de... C'est comme les chaussures trop petites. Voilà. Mais ces dissonances sont pas culturelles, c'est partout pareil, ça marche pour tout le monde. Oui.
Mais d'ailleurs, Mozart a écrit une symphonie des dissonances. Pardon. D'ailleurs, Mozart a écrit une symphonie des dissonances. Vous pouvez regarder, c'est justement, il s'amuse avec ces notes qui se touchent et qui se résolvent, comme on dit, nous, après. Je m'excuse de faire une réponse, c'est pas une question, mais j'ai continué à me demander où j'avais eu un blanc. Si j'ai bien compris la question, c'est pourquoi ça marche, la conduction osseuse. Oui. Avant de répondre... Oui. Oui, ma réponse est oui. Vous pouvez dire oui dans le micro. Parce que moi, j'ai continué à fonctionner avec un enfant sourd profond qui n'a une cochlée qui ne marche pas. Mais en fait, vous, votre cochlée, elle marche bien. Oui. Ok, donc tout va bien. Dans la partie transmission du son, il y a une partie de transmission mécanique qui va être, donc le son rentre dans un bidon, conduit auditif, il fait vibrer le tympan fait vibrer les osselets, et les osselets après vont aller à la fenêtre ovale qui va faire vibrer les liquides labyrinthiques, et ensuite on va aller dans la cochlée. Quand ça ne se passe pas bien au niveau du conduit auditif, quand ça ne se passe pas bien au niveau des osselets, on peut mettre des choses qui vont faire de la conduction osseuse, et effectivement, on va toujours avoir une transmission mécanique à votre cochlée. Et quand votre cochlée, elle fonctionne bien, les liquides, ils vont bien vibrer, les cils, ils vont bien vibrer, et après, au niveau du nerf, tout va bien se passer. Et effectivement, moi j'ai joué sur la cochlée. Mais si votre cochlée fonctionne bien, il y a effectivement la transmission mécanique qui continue à bien se faire. J'espère que c'était la bonne réponse. Merci. Merci de m'avoir remis en perspective ce besoin. J'avais juste une question sur les dissonances. Si on écoute des musiques, on va dire assez moyenâgeuses, on voit qu'elles sont plus du tout structurées de la même façon. Je ne saurais pas exactement comment le dire, mais on n'a que des quintes ou des tierces. Je ne sais pas exactement. Mais ces musiques-là nous choquent l'oreille. Alors qu'en fait, à leur époque, c'était le standard. Est-ce qu'il y a quand même une culture de la dissonance ou de la mauvaise note, où on parle vraiment d'une dissonance comme vraiment comme quelque chose de normé à travers les époques? Ah oui, la dissonance est réelle et en fait, c'est vrai que le Moyen-Âge c'était beaucoup moins structuré en fait, et ils avaient une base, et après ils ornementaient autour de cette base. Et donc effectivement, parfois ça touchait, mais la dissonance existe, oui, vraiment, c'est considéré comme tel. Alors. Alors, je suis pianiste, donc je fais du piano depuis longtemps, et je m'amuse à rejouer des chansons contemporaines, enfin des chansons d'aujourd'hui. Et on remarque, et tout le monde, les musiciens qui en font ces chansons remarquent que les chansons sont souvent sur 3 accords. Le premier, la base, le 4e et le 5e. Et on tourne comme ça et on fait toute la chanson. Ma question est, pourquoi le premier, le 5e, le 4e et le 5e accord? Pourquoi le premier, 3e, 5e? Oui, pourquoi le 3, 5, non? 1, 4, 5, pourquoi 1, 4, 5? Pourquoi on tourne autour de ça tout le temps? Qu'est-ce qui se passe dans la satisfaction de l'oreille? Premier accord, 4e accord, 5e accord. 4e, ça me semble bizarre. Première carte dominante. Je comprends pas exactement ce que tu dis. Enfin, premier, 4e et 5e accord. En fait, c'est les degrés des accords. Par exemple, nous sommes dans le Do majeur, et dans une chanson, on va faire. D'accord, ok. Do, Fa, Sol. Ouais, c'est ça. Je vais la prendre plus générale parce qu'en fait, j'ai fait du solfège dans ma jeunesse pendant
plein d'années. Je n'ai plus trop cette culture-là, même si j'ai produit de la musique pendant des années, mais je me basais plus par rapport à mon oreille qu'autre chose. Et pour généraliser, c'est vrai que toutes les musiques d'aujourd'hui, elles tournent autour de 3 accords. Une suite de 3, voire 4. Maximum 5. Mais le mec est courageux. Moins il y en a, mieux c'est. Et en fait, je pense que c'est par rapport à juste... c'est la culture qui évolue. C'est aussi les plateformes d'écoute qui évoluent. Le temps aussi de la musique qui change. Parce qu'aujourd'hui, bon, moi ça je peux en parler parce que je connais. À l'époque, quand tu avais par exemple une version radio, une radio edit, qui durait, ça faisait 3 minutes 30, 3 minutes 40. Après, on est passé, il faut que ton morceau fasse 3 minutes. Maintenant, on est plus sur du 2 minutes 30. Donc, et puis, enlève des éléments, il y a trop d'informations. Donc, pour la rendre moins compliquée, il faut aussi mettre moins d'accords. Il y a quelque chose, il faut que ça rentre dans la tête, que ça soit redondant. Et c'est uniquement pour ça, je pense qu'il y a uniquement 3 accords. Et il faut essayer de bien les trouver et de varier autour de ça. Et c'est la seule raison. C'est pas une remarque en faveur de la chanson. Hein. Bah non. Pas de question. J'avais une petite question, mais elle est un peu bizarre. J'ai toujours vu la musique avec découpage des cordes avec chaque vibration. Et à l'heure actuelle, on s'est mis d'accord sur un La, celui que donne le hautbois, voilà. Tu donnes le hautbois et tout le monde s'accorde dessus. Mais en fait, le La de départ, c'est pas le La théorique qu'on devrait donner, c'est une fréquence qui a été choisie, qui n'est pas tout à fait la même que la fréquence idéale du La. Est-ce que je me trompe ou pas? Et quel est l'intérêt d'avoir fixé un La? Est-ce que c'est pour que tous les orchestres du monde s'accordent sur le même La? Ou est-ce qu'il y a un intérêt sur la qualité de la musique qui va suivre derrière? En fait, c'est tout relatif, parce qu'effectivement, maintenant on est un La, on a un La qui est au niveau Hertz, donc du coup, est à 440, 442. Alors que toute l'époque baroque, en fait, il était 415. Donc c'est pratiquement presque un demi-ton en dessous. Et qu'est-ce qui a fait évoluer ça? C'est les instruments modernes, tout simplement. C'est parce que au départ, nos instruments, c'était des cordes en boyau, et on ne pouvait pas trop les tendre. Donc plus on les tendait, et plus elles avaient des chances de casser, donc du coup, on ne les tendait pas trop, donc ce qui fait que le La était un peu plus bas. Là, avec les instruments modernes, et maintenant on est de plus en plus à 442, et ça c'est l'époque Boulez, en fait, qui a établi ce 442, qui est beaucoup plus pratique pour mélanger les instruments. Parce que là c'est pareil, autrefois il y avait des cordes, mais aussi tous les hautbois avec leurs anches, ils s'accordent en fonction de ça, et les roseaux n'étaient pas de la même qualité, la facture des instruments non plus, ce qui fait qu'ils avaient beaucoup de mal en fait à jouer juste ensemble, quoi. Donc même s'ils s'accordaient sur un 415, nous quand on s'accorde, on est accordé. Enfin ça peut bouger un petit peu s'il fait très chaud et tout ça, mais pas trop, tandis qu'à tous les instruments avant, dès qu'ils commencent à chauffer, ils montent. C'est-à-dire que nous on commence à 440, on finit à 442, 443, 444 même parfois. Donc je pense que c'est essentiellement dû à la facture des instruments modernes, quoi. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on a le hautbois qui donne le La et que c'est repris après par le violon? Oui, justement, c'est normalement le hautbois ne devrait pas bouger. Voilà. Fatigue. Dans vos études d'impact, vous essayez d'étudier le rapport de l'impact par rapport à la peau. Est-ce que vous tenez compte de la présence du poil dans la peau ou pas? Est-ce que ça a une importance? Parce que quand on parle souvent de la chair de poule, où on dit que les poils se hérissent, mais est-ce que inversement, ça a un impact sur notre réception? Je ne suis pas très sûr si j'ai bien compris la question. Alors, parlant du poil, déjà nous on essaie de raser le poil, parce que de la façon dont on mesure, on utilise un capteur laser, et en fait le poil va venir réfléchir
le laser, et donc on va pas réussir à bien focaliser. Donc on essaie déjà de raser le poil. Mais on a le frisson est mesurable parce qu'on ça fait des aspérités sur la peau se contracte, elle se raffermit, donc ça c'est mesurable. Après, ça peut nous arriver, bon, c'est très compliqué. Nous, quand on mesure, et puis moi, après, quand je traite les données, le bulbe du poil peut avoir une incidence sur la propagation. Ça, oui. C'est pour ça que ça serait intéressant de mesurer cette chair de poule. Et quand vous parlez du frisson, est-ce que c'est le même quand on a froid? Ça, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. En tout cas, en soi, oui, parce que dans les deux cas, on va dire... non, je pense que c'est pas forcément vrai, parce que dans un cas, on va peut-être dire on a la chair de poule, et dans l'autre cas, on va dire j'ai les frissons. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas caractérisé, donc je ne sais pas si c'est exactement le même. S'il n'y a plus de questions, on va arrêter. Je vais peut-être vous montrer. Réfléchissez bien, oui, Anne. Je vais peut-être vous montrer la différence entre un La 415 et un La 442. Ah oui, bonne idée. Par contre, là, il me faut mon matériel. Donc en fait, ça c'est ce qu'on utilise, c'est l'accordeur qu'on utilise pour accorder quand on n'a pas nos oreilles. Voilà, ça c'est du 442. Et voilà le 415. On met le 442. Vous n'entendez pas la différence? En fait, si je vous le fais... C'est rassurant, hein. Ça, ce sera mieux. En fait, là, je suis à 415. Voilà, là c'est plus clair quand je le fais par là-bas. Ça va plus vite. Je le remets parce qu'il n'aime pas. Parce que quand on monte les octaves, au bout d'un moment, ça se recoupe pas. On n'a pas on n'a pas une progression géométrique exacte. Ouais. Donc au bout d'un moment, il y a un décalage et il faut bien choisir. Voilà. Et juste pour vous expliquer la corde vibrante, pendant que j'y suis, la corde vibrante, c'est rien de compliqué. En fait, quand je frotte, la corde, elle va vibrer jusque là. Et à chaque fois que je vais mettre un doigt, avec mon doigt, je vais arrêter le son. Et la corde va vibrer jusqu'à mon doigt. Et donc, plus la corde, finalement, je vais retrécir ma corde parce que je vais mettre mon doigt pour la retrécir. Plus le son va être aigu parce que là, ma corde, en fait, elle fait plus que ça. C'est ça le. Et sur un piano, on voit bien les cordes sont de plus en plus petites. C'est ça la corde vibrante, c'est pas compliqué. Encore une question? Justement, à ce niveau on arrête à un certain niveau la vibration de la corde, par exemple sur une guitare ou une basse, quand on veut faire des harmoniques sur les cordes en 12e, 7e et 5e case par exemple, on n'amortit que très légèrement. On ne plaque pas du tout contre la frette en fait, ouais. On amortit juste légèrement la vibration de la corde. Vous l'expliquez comment en fait ça? On fait une sorte de filtre? Ben non, on a la même chose. Nous on a la même chose, on a des harmoniques, mais alors ça j'ai jamais su bien les expliquer. En fait, je vais vous montrer, c'est à des endroits assez précis, soit aux endroits de la note en question,
soit en fonction de la place. C'est une autre. Mais ça s'explique, mais ça, je ne sais pas. Je vais vous montrer déjà. Celle-là, elle correspond vraiment aux notes des cordes. Là, par exemple, normalement, je devrais avoir un Ré. En fait, j'ai... Et je pense que l'harmonique fait l'inverse des doigts. Je pense qu'elle doit varier comme ça. On a déjà... On a même... Là, c'est pas deux notes qui suivent et pourtant les deux doigts suivent. Ça va être pour la guitare pareil, je pense. C'est vrai que je regarde, je sais pas comment ça marche. Ouais. Bien, réfléchissez bien pour la dernière question, ça sera trop tard dans quelques minutes. On est d'accord? Bien, alors merci Anne, merci, j'ai oublié tout le nom. Alexandre. Merci Anne, merci Alexandre pour cette soirée, fort intéressante.